Voilà, mesdames, messieurs, je laisse le secrétaire perpétuel s'installer à distance de sécurité, comme vous l'avez fait sagement. Et je voudrais d'abord remercier très, très chaleureusement le professeur Denis Duboul du privilège qu'il nous donne de nous parler là pendant 2 fois 2 heures d'un sujet passionnant, presque une vision, oserais-je dire, historique de l'évolution, dans la mesure où on va nous parler de l'évolution dynamique des espèces. Et donc je vais, en toute simplicité, vous présenter, si vous ne le connaissez pas déjà, très rapidement, Denis Duboul. Donc, il est né à Genève en 1955, il a la double nationalité suisse et française. Il est actuellement professeur de génétique à l'Université de Genève, où il a dirigé le département de génétique et évolution et le Centre national de compétences en génétique. Il est également professeur à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, la célèbre EPFL, et depuis 2017, professeur invité au Collège de France. Alors, Denis Duboul reçoit son doctorat de l'Université de Genève en 1984 et travaille ensuite dans le laboratoire LGME du professeur Pierre Chambon à Strasbourg jusqu'en 1988, quand son groupe de recherche s'installe au laboratoire européen de biologie moléculaire, MBL, à Heidelberg. En 1992, il est recruté comme professeur ordinaire à l'Université de Genève. Depuis 1985, son travail porte sur la fonction et la régulation des gènes OX, les gènes architectes, au cours du développement des animaux vertébrés. Denis Duboul est également très actif dans la politique de la science et dans sa communication au grand public, et nous en voyons une illustration aujourd'hui. Alors, parmi les très nombreuses reconnaissances académiques qui ont couronné une carrière scientifique exemplaire, je citerai son élection à l'EMBO dès 1993, on peut dire 93 devant Vous pouvez. Un Suisse. Son élection comme membre par une série impressionnante d'académies, l'Academia Europea, la Royal Netherlands Academy of Arts and Science, l'Académie suisse des sciences médicales, l'Académie des sciences de l'Institut de France, l'Académie américaine des arts et des sciences, la Royal Society et la National Academy of Science des USA. Il est également docteur honoris causa de l'École normale supérieure de Paris et prix international de l'INSERM. Comme je le disais déjà en introduction, les contributions scientifiques de Denis Duboul touchent à la génétique moléculaire du développement des vertébrés, avec des interfaces en génétique médicale, biologie de l'évolution et régulation de la transcription. Depuis 1985, il a publié plusieurs découvertes majeures liées au développement et à l'évolution du plan du corps des vertébrés, plus particulièrement concernant la famille des gènes OX. Celle-ci contribue à la compréhension de la régulation génétique pendant le développement et des mécanismes de l'évolution morphologique. Il s'agit d'essayer de comprendre en quoi les développements récents en biologie moléculaire, la compréhension, la lecture de nos génomes peut nous informer à la fois sur notre développement embryonnaire et notre évolution. Je n'en dis pas plus et je cède avec plaisir la parole à Denis Duboul. Je vous remercie beaucoup pour cette présentation très, très complète, très aimable. Parmi mes statuts, vous avez oublié de mentionner le dernier, celui d'exilé, puisque je ne suis pas certain de pouvoir retourner en Suisse suite au message que j'ai reçu cet après-midi, m'interdisant d'y sortir. Mesdames et messieurs, c'est un vrai plaisir pour moi d'être à nouveau à Bruxelles. C'est un vrai plaisir d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie d'être là, d'avoir bravé des conditions adverses particulières. Bruxelles, une ville que j'ai très souvent l'occasion de visiter, même comme citoyen suisse, pour participer aux efforts scientifiques de la communauté européenne. Des activités que j'espère pouvoir poursuivre encore de nombreuses années, malgré une démocratie directe qui est parfois difficile à appliquer avec une échéance capitale le 17 mai
prochain, peut-être le savez-vous. Les relations entre la Confédération helvétique et la communauté européenne me font parfois penser à des processus de deep learning, une sorte d'algorithme en développement constant, avec des bugs qui le rendent fragile et qui parfois le mettent hors service pendant quelques temps. C'est un algorithme compliqué car il se doit d'intégrer 2 jeux de règles normatives qui sont ontologiquement différentes. En biologie moléculaire, on parle de plus en plus de ces phénomènes de séparation de phases qui semblent critiques pour organiser les structures du monde vivant. Et pourtant, l'émulsion est possible, grâce soit à la force mécanique ou à quelques catalyseurs appropriés. Ce soir, c'est avec mon autre passeport européen, celui que que vous avez mentionné, chers collègues, mon passeport français, que j'ai le plaisir de venir vous voir dans ce lieu historique en tant que membre du Collège de France pour matérialiser les liens qui existent entre nos 2 institutions. Et je suis vraiment très heureux de pouvoir le faire. Au travers de ces 2 soirées, 1 ou 2 soirées, j'aimerais commencer ce soir en vous parlant d'Evo-Devo, une discipline des sciences de la vie que beaucoup considèrent comme nouvelle. On aura l'occasion de voir ce qu'il en est réellement. J'aimerais parler un peu de ses origines historiques, de ses principes généraux et peut-être surtout en transparence de son statut épistémologique, qui est probablement le point le plus intéressant, et peut-être même de son futur, encore très incertain, comme nous allons le voir en fin de mon intervention. Alors, laissez-moi commencer en définissant une des définitions possibles de ce que l'on appelle aujourd'hui l'Evo-Devo. C'est donc l'étude du développement des animaux, ce qu'on appelle généralement l'embryologie ou la biologie du développement, dans un contexte évolutif. C'est en fait la réunion ou l'interface entre les 2 disciplines les plus historiques et les plus fondamentales des sciences de la vie, bien entendu, que sont la biologie du développement et l'évolution. Alors pourquoi ce sont là les 2 disciplines fondamentales des sciences de la vie? Parce que de tout temps, les gens n'ayant pas d'outils particuliers pour étudier la vie ont regardé ce qui se passait autour et ont vu des embryons se développer et puis des similarités, des différences entre certains de ces embryons. On y reviendra dans quelques minutes. Donc ce lien qui est très solide entre la biologie du développement et l'évolution. La biologie du développement, elle remonte à Aristote, en fait. C'est la partie des sciences de la vie qui étudie le développement des embryons en utilisant des techniques aussi variées que l'observation simple. Vous pouvez tous faire de la biologie du développement en allant dans une mare, probablement dans 2-3 semaines déjà, en voyant des pontes de rana. Et cela peut aller jusqu'à l'observation en utilisant des outils extrêmement compliqués de microscopie ou des outils de biochimie, de génétique moléculaire, qui sont difficiles à comprendre et difficiles à appliquer. La question fondamentale que pose la biologie du développement, c'est une question intéressante, en fait. C'est une des 2 questions, je dirais, métaphysiques fondamentales que se posent les humains, à savoir d'où vient-on et où va-t-on. Et la question fondamentale de la biologie du développement, en fait, est construite sur 3 piliers. Il y a une question quantitative. Comment peut-on produire, à partir d'une cellule, quelques millions de milliards de cellules? Alors, c'est évidemment pas un gros problème à résoudre, mais le problème, c'est comment va-t-on arriver à un nombre de cellules par espèce qui est relativement semblable? Comment se fait-il qu'on ne trouve pas dans la population des êtres humains qui soient 3 fois plus grands que leurs voisins? Comment peut-on réguler cet aspect quantitatif? Deuxièmement, un aspect qualitatif, puisque toutes ces cellules sont pratiquement différentes les unes des autres. Donc on fait de la quantité et on fait de la qualité. Et puis finalement, un troisième aspect, qui est un aspect organisationnel, parce qu'il
in fine, il faut que toutes ces cellules participent à quelque chose de cohérent qu'on va appeler un organisme. Qu'il y en ait un peu moins de 1000, comme dans des petits vers de terre, qu'il y en ait des centaines de millions, il faut que ça fonctionne en concert avec les autres cellules. La question, elle peut être résumée à cette phrase, c'est comment passer du peu très général au beaucoup très spécialisé. Cette question, c'est évidemment la question principale de notre origine en tant qu'individu. C'est ce qu'on appelle l'ontogenèse. D'où vient-on, chacun d'entre nous, notre histoire personnelle, en fait. C'est une question qui a des termes qui ressemblent beaucoup à la question de notre origine en tant que groupe d'individus, pas d'individus seuls, mais de groupes d'individus, donc l'origine de notre espèce. Et là encore, il y a une question quantitative. Comment est-ce possible de produire autant d'espèces sur Terre, puisqu'on ne les connaît même pas toutes, on est très loin de les connaître toutes. Comment se fait-il que ces espèces soient toutes différentes les unes des autres, comme les cellules en fait, et comment se fait-il que toutes ces espèces vivent avec certains principes organisationnels qui font qu'on a ce qu'on appelle une écologie avec ces espèces qui vivent en équilibre. En fait, l'identité des termes de ces deux questions est également retrouvée lorsque l'on regarde l'iconographie ou même la sémiologie en fait, de ces deux disciplines. Et j'ai mis ici un exemple. Alors, c'est absolument pas nécessaire de rentrer dans les détails. En fait, c'est fait pour que vous ne puissiez pas rentrer dans les détails. Mais sur la gauche, vous voyez ici une phylogénie. C'est un classement des animaux. Avec sur la gauche ici un animal ancestral qui va donner lieu à 2 espèces, et puis 2, et 2, et 2, et des taxons, qui vont passer de familles, de groupes, etc. Et puis, sur la droite, ici, vous voyez un travail formidable qui a été fait par Ed Conklin au début du XXe siècle, où l'on voit la distribution, l'origine de toutes les cellules d'un petit urocordé, un animal, peu importe lequel. Et si vous regardez la structure, on voit que c'est la même, en fait. Vous voyez une cellule originale, qui est l'œuf fertilisé, l'œuf fécondé, qui va donner 2 cellules, 4 cellules, 8 cellules, 16 cellules, etc. Donc même dans l'iconographie, dans les symboles que l'on utilise, on a des similarités entre le développement et l'évolution. On utilise des termes qui sont très semblables. On a des extinctions, des morts cellulaires, on a la question des ancêtres communs, on a la question des nœuds, des points les plus importants, etc. etc. Ces similitudes évolutives, en fait, elles ont été utilisées par Aristote, puisque les premières classifications des animaux, qu'il a lui-même établies, étaient basées sur des critères évolutifs. Par exemple, des mots que vous connaissez tous, des animaux qui sont ovipares ou bien vivipares, autrement dit des animaux qui pondent des œufs ou qui ne pondent pas d'œufs, ou bien qui ont des œufs mais qui n'en pondent pas, les ovovivipares, puisque l'embryon éclot à l'intérieur, alors les débris de l'œuf restent à l'intérieur. Ce sont des termes qui sont en fait utilisés, définis par Aristote. Donc à l'époque, il a déjà cette idée d'embryologie comparative qui fait appel à des notions évolutives. Il utilise aussi des critères qui sont plus précis, avec lesquels je ne vais pas vous ennuyer, mais qui sont des critères qui, aujourd'hui encore, ont beaucoup de valeur. Par exemple, ces termes de segmentation holoblastique, c'est-à-dire quand vous avez un œuf, par exemple, c'est typique chez les grenouilles ou chez les humains, un œuf fertilisé qui se coupe en 2 cellules complètement, 2 cellules complètes. Ou bien un développement de type méroblastique, qui est très typique des oiseaux, puisque les oiseaux, évidemment, vous n'avez jamais vu en cassant un œuf de poule, je
pense que vous n'avez jamais vu 2 grosses cellules à l'intérieur, n'est-ce pas? Parce que l'embryon se développe sur une partie de lui-même, en fait. C'est une segmentation qui n'est pas totale. Et Aristote l'avait remarqué. Il l'avait qualifié de segmentation méroblastique. Aristote, il propose même une théorie du développement. Alors évidemment, c'est une théorie qui est une théorie proche d'une génération spontanée. C'est ce que l'on a ou qu'il a, je ne sais pas exactement, appelé la théorie hématogène, par laquelle les spermatozoïdes, en fait, avaient une action sur le sang menstruel et cristallisaient un embryon, n'est-ce pas? Une théorie évidemment aujourd'hui totalement farfelue, mais qui avait tout de même le mérite d'être une théorie naturelle. L'embryon ne sortait pas de nulle part. Il y avait un phénomène naturel qui se passait pour donner lieu à un embryon. Alors, ces théories, comme les autres théories de la génération spontanée, elles vont évidemment disparaître. Cette phrase fameuse « ex homo omnia » de William Harvey, tout est à chercher dans l'œuf, tout est dans l'œuf. La disparition des théories de la génération spontanée, en fait, a posé un problème majeur. C'est que s'il n'y avait pas de génération spontanée, d'où venait donc l'embryon? Et à partir de ce moment-là, il y a deux grands schémas de pensée qui vont s'affronter jusque vers le début du XVIIIe, la fin du XVIIIe. D'un côté, les gens qui vont être les défenseurs de ce qu'on appellera la préformation, et de l'autre côté, les gens qui seront défenseurs de ce qu'on appellera l'épigenèse, alors qui n'a rien à voir, un terme qui, à l'époque, n'a pas du tout la connotation qu'on donne au terme épigénétique aujourd'hui. C'est l'épigenèse à considérer comme le fait qu'à chaque génération, l'embryon se redéveloppe. La préformation, eh bien, je pense que vous savez tous de quoi il s'agit. C'est cette idée qu'à l'intérieur des embryons, on aurait déjà, dans les précurseurs des testicules, des précurseurs de spermatozoïdes qui eux-mêmes auraient déjà un petit homme replié, qui lui-même, à l'intérieur des précurseurs, etc., une sorte de série de poupées russes. À l'époque, on avait calculé combien de générations, combien de poupées russes il existait pour remonter jusqu'à Adam. Donc. Et c'est un débat qui, évidemment, est très marqué par deux figures, je dirais, principales. Il y a la figure de ce savant extraordinaire, Nicolaas Hartzoeker, qui était un Hollandais. Vous voyez qu'à l'époque, la science se publiait en français, et qui publie cet ouvrage exceptionnel qu'on appelle l'essai de dioptrique, où vous voyez qu'il écrit « L'expérience nous apprend que beaucoup d'animaux forment à peu près de cette manière des œufs qui les renferment. L'on peut pousser bien plus loin cette nouvelle pensée de la génération et dire que chacun de ces animaux mâles, évidemment, renferme lui-même une infinité d'autres, etc. » Ça, c'est vraiment la théorie de la préformation. Alors, cette théorie, elle a eu le grand mérite d'être étudiée de façon expérimentale. Et la personne qui a probablement fait le plus dans ce domaine, c'était un savant huguenot, genevois, Charles Bonnet, qui a terminé aveugle et philosophe, et qui décide de tester expérimentalement la préformation. Et il a cette idée absolument remarquable de se dire, eh bien c'est simple, je vais prendre des animaux dès leur naissance, pour être sûr qu'ils n'ont pas de contact avec un autre animal, un autre sexe, et je vais les isoler sous une cloche à fromage et voir ce qui se passe. Et donc il choisit une famille de pucerons, et Charles Bonnet consigne ses expériences dans des cahiers de manipulation qui sont absolument remarquables. C'est, à mon avis, je n'en connais pas d'aussi beau qui remonte à aussi loin. J'irais même jusqu'à dire que Charles Bonnet, à cet égard, a vraiment été le précurseur du cahier d'expérience. Grand sujet aujourd'hui où on nous impose des cahiers électroniques pour tout enregistrer, etc.
Mais regardez ça, table des jours et heures auxquels sont nés les pucerons qu'enfanta depuis le 1er juin jusqu'au 21, inclusivement celui qui, depuis la naissance, avoir été tenu dans une parfaite solitude. C'est magnifique. Et Bonnet il note tout. Et vous voyez les chiffres ici, chaque jour, vous voyez. Et les pucerons naissent, et ils naissent, et ils naissent, et ils naissent. Et donc, il arrive à la conclusion que oui, bien entendu, la préformation fonctionne très bien. Le problème, évidemment, et vous devez vous en douter, Charles Bonnet avait choisi une espèce animale, une des rares espèces animales, qui ont la capacité de se reproduire par un mécanisme qu'on appelle la parthénogenèse, par lequel les femelles peuvent en effet donner naissance à des petits sans l'aide d'aucun mâle. Il y a certains insectes qui font ça, par exemple, où une fois que le mâle remplit l'abdomen de la femelle, une spermathèque, et puis les œufs sont fécondés. Une fois qu'il n'y a plus de spermatozoïdes, la femelle continue à faire des œufs qui seront des œufs parthénogénétiques, sans l'aide du mâle. Toutes ces belles théories, évidemment, se terminent, alors dû à beaucoup d'éléments, bien entendu, le perfectionnement des loupes, des microscopes. On regarde à l'intérieur des œufs et on ne voit rien, on ne les voit pas, ces homonculus, n'est-ce pas? Et aussi d'un point de vue théorique et par l'observation. Et là, j'aimerais quand même mentionner Monsieur de Maupertuis, personne extrêmement brillante, qui en fait remarque au milieu du XVIIIe que lorsque l'on a affaire à des croisements interethniques qui sont à cette époque, comme vous le savez, extrêmement rares et très illégitimes en fait, entre quelqu'un de peau blanche et quelqu'un de peau noire, eh bien les enfants ne sont ni blancs ni noirs. Et par conséquent, ils se posent la question, mais dans un schéma de préformation, comment cela est-il possible? Et je crois, à mon avis, c'est probablement un des premiers scientifiques qui va commencer à réfléchir à cette idée de mélange, à cette idée de distribution des allèles, distribution des caractères. La préformation, elle va se terminer au début du XIXe siècle. Les derniers défenseurs vont disparaître, mais évidemment, comme ce fut le cas avec la fin des théories de génération spontanée, cela va renforcer la question fondamentale, le problème. Si rien n'est préformé, d'où l'embryon sort-il? Et c'est une question qui va rester sans réponse, je dirais pratiquement jusqu'à aujourd'hui, finalement. Alors aujourd'hui, on arrive à définir les problèmes, on arrive à définir ce qu'on doit résoudre, ce qui est déjà une grande étape. Mais la question fondamentale va prendre des années à être articulée. Et en fait, même lorsque l'on regarde la théorie de l'évolution, entre guillemets, je vais y revenir, c'est une question qui n'est pratiquement pas posée par Charles Darwin ou par Wallace. Je vous rappelle que Darwin va publier son ouvrage en 1859. Darwin va envoyer une lettre avec Wallace à la Linnean Society en 1858, dans laquelle il va annoncer l'arrivée de son livre, pour être sûr que cette fois que personne va le scooper, parce que là, il y a déjà Wallace qui arrive, etc. Donc, ils écrivent ensemble une lettre à la Linnean Society, sur laquelle je vais revenir dans une minute. Et beaucoup de gens considèrent, par conséquent, que 1859, c'est la date de l'émergence de la théorie de l'évolution. C'est évidemment totalement faux. Et c'est quelque chose qui est parfois difficile à discuter dans le milieu scientifique, en particulier parmi les biologistes de l'évolution. Lorsque vous regardez j'ai pris cette photo de ce qu'on appelle un textbook, donc un livre que l'on donne aux étudiants, donc un livre de biologie fondamentale. Alors déjà, il y a une chose qui me dérange beaucoup,
c'est qu'on voit que cette case-là est en rouge. C'est pas la théorie de l'évolution, 1858, Darwin. Vous voyez que c'est une vue extrêmement anglo-saxonne. On pense généralement que Darwin a été très influencé par Charles Lyell, par les grands experts en géologie de l'époque, donc les gens qui avaient une idée de ce que l'on trouvait dans les couches géologiques, dans les sédiments, tout le rapport avec les fossiles. Alors qu'en fait, Darwin lui-même, dans son ouvrage, mentionne que l'influence principale vient de Malthus, bien sûr. Et il écrira même dans son livre que la théorie de la sélection naturelle, puisqu'on ne parle pas de théorie de l'évolution, j'y arrive, que cette théorie, en fait, est l'application aux sciences de la vie de la théorie de Malthus. Il le dit lui-même, Darwin était quelqu'un de très honnête, en fait. Alors Malthus, vous le savez certainement, il publie en 1798 son essai de principe des populations dans lequel il dit, écoutez, la population humaine grossit, grandit plus vite que les ressources qui sont à disposition, donc forcément, tôt ou tard, il va y avoir un mur, et les plus faibles vont disparaître. C'est la théorie de la sélection naturelle, en fait. C'est 50 ans avant l'origine des espèces. Malheureusement, ce livre, comme vous le voyez, il sort à peu près au même moment auquel Lamarck présente le transformisme, une fameuse conférence au Muséum à Paris en 1800. Lamarck, sans doute, n'a pas lu cet ouvrage, n'a pas pu le lire. Mais Lamarck, entre autres, puisqu'il n'était pas le seul, propose tout de même ce qu'on appelle aujourd'hui le transformisme, l'idée du transformisme, c'est-à-dire que les animaux se transforment et que donc nous avons des ancêtres animaux. C'est évidemment un des deux piliers fondamentaux de la théorie de l'évolution. Ça, c'est pas Darwin, c'est M. de Lamarck, qui est traité d'une façon un peu misérable aujourd'hui. On parle de lamarckisme, etc. Mais en fait, c'était une personne d'une qualité extraordinaire, qui a inventé le mot de biologie d'ailleurs, et qui est vraiment à l'origine du transformisme. Qui, de façon intéressante, et j'y reviendrai tout à la fin de mon intervention, le transformisme qui est la partie de la théorie de l'évolution qui est démontrée à 100%, statistiquement démontrée à 100%. Alors que les mécanismes d'évolution sont évidemment acceptés par tout le monde, mais indémontrables, ce sont des conjectures, et c'est ça que j'aimerais discuter après sur le côté épistémologique de l'affaire. Ce sont des conjectures puisqu'on ne peut pas remonter en arrière pour les vérifier. Darwin est influencé par Malthus. Il est aussi influencé par un autre Huguenot de ma ville natale, de Genève, Auguste Pyrame de Candolle, un phénomène extrêmement brillant en géologie, en botanique. qui propose évidemment une des premières classifications botaniques avec celle de Linné. Et dans la lettre que Darwin et Wallace écrivent à la Linnean Society en 1858, Darwin fait une première référence. La première référence qui est faite, en fait, est celle-ci. De Candolle, dans un passage éloquent, a déclaré que toute la nature est en guerre. Chaque organisme avec un autre, etc. Candolle, sur le terrain duquel, d'ailleurs, j'ai le plaisir d'habiter, sur une toute petite partie du terrain duquel j'ai le plaisir d'habiter, à Genève, Candolle avait remarqué, en fait, que dans son jardin, les plantes, les systèmes n'étaient pas stables. Certaines plantes envahissaient le jardin, d'autres disparaissaient. Et il était venu avec cette idée, dans les années 30, que la nature était en guerre. Darwin se retrouve avec Candolle qui lui dit que la nature est en guerre, Malthus qui lui dit que les ressources ne sont pas suffisantes et que par conséquent les plus faibles vont mourir. Et Darwin synthétise ces éléments pour produire un livre qui est remarquable, qui est absolument remarquable en fait, qui est l'origine des espèces. Mais je pense qu'il faut vraiment remettre les contributions dans leur contexte et certainement ne pas considérer Charles Darwin comme l'inventeur d'une théorie d'évolution,
mais comme quelqu'un qui l'a formalisé et qui a apporté un côté mécanistique qui en fait toute sa valeur, en fait. Et d'ailleurs, si vous regardez le livre lui-même, vous verrez que son titre, ça c'est une version française, mais le titre en anglais est pareil, l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle. La lutte pour l'existence, hein, Malthus, etc. Au moyen de la sélection naturelle. D'accord ? Il n'y a pas de référence à une théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, elle repose sur deux grands piliers, en fait. Et tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent, c'est le second. Elle repose sur la question de la sélection naturelle, c'est la question du pourquoi. Pourquoi observe-t-on dans la nature certaines espèces avec certaines caractéristiques alors que l'on n'en observe pas d'autres ? Pourquoi ? Mais la première question, le premier pilier, c'est la question de la variation. Comment produire ces différences ? Parce qu'enfin, si vous voulez appliquer une sélection naturelle sur des espèces, encore faut-il qu'il y ait des espèces différentes. Et cette question de la variation est complètement éludée jusqu'à la fin du XIXe siècle, en fait. Et même aujourd'hui, je vous remontre un extrait de ce livre dont disposent nos étudiants. Vous voyez ces deux piliers. Les individus dans une population varient dans leurs caractéristiques héritables. Varient. Les organismes produisent plus de, etc., inférences, les individus qui sont les mieux adaptés vont survivre, etc. Tout ça, c'est de la sélection naturelle. Ici, on a ce petit mot, varie, quand, comment cela se passe-t-il, sous quelle pression, avec quelles règles. Et c'est pour ça qu'on fait référence à cette théorie comme la théorie de la sélection naturelle, plutôt que de parler d'une théorie de la variation naturelle, de la variation contrainte. C'est une théorie de la sélection. Autrement dit, c'est une demi-théorie de l'évolution. C'est comment sélectionne-t-on des formes qui sont produites, on ne sait pas comment. Alors, à l'époque, Darwin a une sorte de sophisme, pas un vrai sophisme, mais une sorte de sophisme pour expliquer cette variation, et c'est le seul schéma conceptuel à disposition. Ce sont les temps géologiques, et ça, c'est l'influence de ces grands maîtres géologues de l'époque. Darwin est géologue, hein, n'oublions pas, quand il part sur le Beagle, Darwin est géologue. Il n'a aucune idée de la classification des animaux. Il part avec deux livres absolument essentiels, dont l'un est le grand traité des invertébrés de M. de Lamarck. Et si vous regardez son cahier de bord, qui est une publication extraordinaire, vous voyez qu'à chaque détermination d'un invertébré, à côté, c'est écrit Lamarck, 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 Lamarck. Donc Darwin, en fait, apprend la biologie sur le Beagle. Donc les temps de longue durée. Un temps géologique. Qu'est-ce que c'est qu'un temps géologique ? Ce sont des centaines de millions d'années. Qu'est-ce que ça nous dit ? Rien. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut intégrer dans une pensée. Ce sont des temps géologiques. Comme on ne peut pas les intégrer dans un schéma de pensée rationnel, eh bien, on estime que tout peut arriver pendant ces temps géologiques. Donc, comment passer d'une espèce à l'autre ? Si on a le temps, tout peut arriver. Après, il faut sélectionner. Si on donne suffisamment de temps, le temps géologique, on peut y arriver. Mais comment ? Et en fait, c'est un des défenseurs de Darwin, Thomas Huxley, à la fin du 19e, qui le premier va vraiment commencer à mettre le doigt sur le problème en disant une théorie de la construction du corps, donc l'épigenèse, doit complémenter la théorie du changement. À l'époque, il appelait ça la théorie du changement, la théorie de Darwin. Donc une théorie de la construction du corps doit complémenter la théorie du changement. C'est de cette façon
que l'on obtient des grandes modifications dans l'anatomie. Thomas Huxley. Thomas Huxley aura une grande famille, il aura des petits-enfants célèbres, il y aura Aldous Huxley, qui a écrit Le meilleur des mondes, et son frère Julian Huxley, que vous voyez là, avec son grand-père. Et Julian Huxley va devenir un généticien des populations, extrêmement intéressant, et lui est, à mon avis, le premier qui va formuler la question d'une façon rationnelle et compréhensible. Dans son ouvrage « La synthèse moderne », alors là on est en 1942, alors on est dans tout cet élan de l'entrée des mathématiques, des équations dans la génétique des populations, où l'accent est mis à 100% sur la distribution des allèles. Donc là non plus, pas comment les produit-on. Comment se fait-il qu'un enfant, soudainement, dans une famille où il n'y a apparemment pas de roux, comment se fait-il qu'un enfant roux apparaisse? On ne se pose pas la question. Par contre, si un enfant roux est présent avec une fréquence de 1 pour 1000 dans la population, on sait que dans 18 générations, il y aura toujours 1 pour 1000 d'enfants roux dans la population. Ça, c'est la génétique des populations. C'est les années 40, les années 50 qui va rentrer dans la théorie de l'évolution, de la sélection naturelle, et qui va apporter beaucoup, en fait, en termes de formalisation de la théorie. Mais voyez ce que dit Julian Huxley. Il dit « L'étude de l'effet des gènes pendant le développement est aussi importante pour notre compréhension de l'évolution que le sont l'étude des mutations et de leur sélection. » Je pense que cette phrase-là, en fait, est à l'origine de l'Evo-Devo. C'est là où, vraiment, pour la première fois, on a un texte qui dit, écoutez, si vous voulez comprendre, si on veut comprendre, il faut absolument qu'on mélange à une théorie de l'évolution, une théorie du développement. Puisque, évidemment, les changements évolutifs, en grande partie, se passent pendant le développement. Alors cette phrase, elle va être traduite et reprise par Scott Gilbert, qui est un auteur assez populaire en biologie, qui va dire une théorie de l'évolution plus globale. Une théorie de l'évolution plus globale. C'est déjà à la limite de la ligne rouge en biologie aujourd'hui. Ça veut dire que la théorie de Darwin n'est pas si globale que ça, finalement. Plus globale et inclusive, requiert que le modèle des variations proposé par la génétique des populations soit complété par un modèle génétique de la construction des organismes. Voilà, là on est à la source de l'Evo-Devo, on arrive tranquillement dans les années 60-70. L'évolution, bien sûr, s'appuie en grande partie sur le développement des embryons, puisque les mécanismes du développement sont une des sources les plus importantes de variation évolutive. Ce n'est pas un adulte qui va développer un trait particulier qui fera que. Le trait particulier va devoir se développer pendant le développement embryonnaire. Donc ce sont les mécanismes en œuvre pendant le développement qui sont susceptibles de participer à l'évolution. Et par conséquent, ces deux domaines sont très intimement liés, bien qu'ils soient fondamentalement différents l'un de l'autre, et j'y reviendrai tout à l'heure. Mais j'aimerais quand même dire une chose qui est importante, en fait, c'est qu'il n'y a pas de causalité à chercher là-dedans. Le développement n'explique pas l'évolution, et l'évolution n'explique pas le développement. Il n'y a pas de relation de causalité, il n'y a pas de hiérarchie épistémologique entre ces disciplines. Ce sont vraiment deux disciplines qui sont intimement liées et pourtant complètement différentes. Alors le développement, je vous montre ici un exemple. Vous voyez ce fœtus ici, dont on ne voit pas la tête, ce sont ici les futurs bras et les futures jambes. Au tout début du développement, on ne voit évidemment, il n'y a pas de préformation, on ne voit évidemment pas un petit bras et une petite jambe. C'est une boule de cellules qui plus tard va donner un bras
et va donner une jambe. Et vous voyez ici, à peu près une petite dizaine de jours plus tard, cette boule de cellules est devenue un petit bras et une petite jambe. Eh bien, évidemment, si l'on connaissait tous les détails des mécanismes qui font passer de cette structure à cette structure, il ne fait aucun doute qu'on comprendrait comment cette structure est apparue au cours de l'évolution. Il y a à peu près 360 millions d'années, une période qu'on appelle Dévonien, quand les animaux ont commencé à coloniser l'environnement terrestre, et où on est passé de structures de type nageoire, osseuse, à des structures de type membre. Ce sont les mêmes mécanismes. Donc la compréhension du mécanisme de développement entraîne la compréhension des mécanismes évolutifs. Souvent, je dis à mes étudiants, si on comprend le fonctionnement d'un moteur à explosion, on comprend tout de suite l'intérêt d'y mettre une turbocompression. Si vous ne comprenez pas le moteur à explosion, vous savez que la turbocompression va vous faire aller plus vite, mais vous ne comprenez pas pourquoi. Donc la compréhension du développement entraîne la compréhension des mécanismes évolutifs. La rencontre entre ces deux disciplines, c'est une rencontre très complexe en fait. Et je vais vous montrer une image compliquée, vous n'avez pas besoin de regarder en détail. Sachez simplement qu'à la fin du 19e, développement et évolution sont les mêmes choses. En fait, on appelle indifféremment le développement et l'évolution. C'est une sorte de mélange de concepts. Et puis, avec l'émergence de la biologie du développement expérimental, ça s'est séparé. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où les gens ont été capables de toucher l'embryon, par exemple, prenez un embryon de grenouille, un œuf de grenouille, 2 cellules de grenouille, et puis vous vous dites, j'aimerais savoir ce que chacune de ces 2 cellules va donner. Qu'est-ce que vous faites ? Vous coupez et vous séparez. C'est de la biologie expérimentale. À partir de ce moment-là, ce qui vous intéresse, c'est le destin de ces cellules. Vous êtes en biologie du développement. Vous ne vous intéressez plus à l'évolution. Vous vous intéressez à la grenouille. Vous allez passer 40 ans de votre vie à travailler sur la grenouille. Et ça et d'autres paramètres, en fait, d'autres critères ont fait que ces 2 disciplines se sont séparées. Et je vous montre ici un schéma compliqué. 1900, et puis d'un côté, l'embryologie causale, la génétique moléculaire, etc. De l'autre côté, l'évolution, la nouvelle synthèse, la génétique des populations qui rentrent là-dedans. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant de comprendre, c'est que cela aura pris à peu près un siècle, un tout petit peu moins d'un siècle, pour que ces 2 disciplines se re-rencontrent ou vont se rencontrer dans ce que j'appellerais évolution et développement synthétique, in silico, le transhumanisme, je parlerai peut-être demain. C'est donc la rencontre de ces 2 disciplines qui ont mûri chacune de leur côté et qui finalement viennent ensemble. Alors, cela s'est principalement produit dans les années 80. C'est pour ça que je mets sur cette carte cette espèce de nuage ici, c'est les années 80, avec la biologie du développement, la génétique moléculaire. Alors, la génétique moléculaire, c'est les années 50-60 où on commence à isoler des gènes chez les bactéries, etc. On commence à pouvoir les cloner, on commence à faire de la biochimie, on sait ce que c'est que l'ADN, etc. Puis de l'autre côté, la biologie du développement. Et puis les 2 choses, soudainement, se rencontrent, c'est-à-dire que l'on va pouvoir cloner, caractériser, étudier des gènes du développement. Vous savez que jusque dans la fin des années 70, encore beaucoup de collègues ne croyaient pas dans la fonction des gènes pendant le développement. Parce que la plupart des gènes que l'on connaissait ou que l'on supposait étaient des gènes qu'on appelle aujourd'hui des gènes de cuisine, des housekeeping, c'est-à-dire des enzymes, des choses comme ça, qui n'avaient évidemment pas de fonction pendant le développement particulière. Et c'est à cette époque où on se rend compte vraiment pleinement
que non, le développement, comme la physiologie, requiert le fonctionnement de gènes. Alors ça, on le doit, je dirais, principalement à 3 collègues, et je vous les mentionne rapidement en passant. Ed Lewis, un généticien formidable américain, qui est décédé en 2004, qui est le prix Nobel en 1995 pour ses travaux. David Hogness, qui a été une personne totalement clé, qui a été la personne qui a mis sur pied les technologies pour cloner, isoler ces gènes du développement, qui est disparu il y a quelques semaines en fait. Et puis Walter Gehring, parti en 2014, qui lui a vraiment isolé les premiers gènes du développement. Cette rencontre, en fait, a généré, je dirais, 3 principes fondamentaux qui sont les 3 jambes de l'Evo-Devo. Les 3 principes, les 3 grandes règles de l'Evo-Devo. La première, c'est ce que j'appellerais l'universalité des gènes. Ça peut paraître curieux à certains d'entre vous, et quand j'y pense moi-même, effectivement, je trouve ça encore très curieux. Mais nous partageons nos gènes, comme vous le savez, avec tous les animaux. C'est extrêmement rare de trouver dans une espèce un gène qui n'existe pas dans une autre espèce. Extrêmement rare. Aujourd'hui, ça fait beaucoup de sens, bien sûr. On sait pourquoi. C'est beaucoup plus simple de faire de cette façon pour l'évolution. Okay. Mais à l'époque encore, dans les années 70, 60, début des années 80, on pense que les animaux sont différents les uns des autres parce que simplement, ils ont des gènes différents. C'est ce que j'ai appris à l'université. Alors, grâce au travail de ces 3 personnes, on clone toute une série de gènes qu'on va appeler des gènes à homéodomaine, peu importe finalement. Ce sont des protéines clés. Et on s'aperçoit que ces protéines, ces gènes, sont présents chez pratiquement tous les animaux. Universalité des gènes. Peu après, le fait que ces gènes, en fait, conduisent à une universalité des principes. C'est-à-dire que non seulement les gènes sont conservés, mais la façon dont ils fonctionnent, la façon dont ils sont organisés sur le génome est également conservée. Donc les principes généraux de la génétique du développement sont conservés entre les espèces. Et vous voyez ici, regardez juste ce petit dessin de la mouche avec ses couleurs. Ces couleurs illustrent l'endroit où certains gènes sont actifs. Et bien vous voyez que les mêmes gènes, ce ne sont pas des gènes similaires, mais les mêmes gènes, évolutivement parlant, sont actifs pendant le développement des êtres humains, selon les mêmes principes, selon les mêmes distributions, la même logique, en fait. Donc, universalité des principes. Et puis, 3e élément, alors, une vraie bombe, en fait, fin des années 90, séquençage du génome humain. Et je me souviens à l'époque, beaucoup de nos collègues, parmi les plus éminents généticiens humains, etc., prévoyaient que nous aurions entre 120 et 130 000 gènes, pour une raison très simple, c'est que la mouche avait été séquencée et avait à peu près 15 000 gènes. Donc, on pensait si une petite mouche a 15 000 gènes, nous devons en tout cas en avoir 130 000. C'est en fait le différentiel de l'importance que nous nous donnions à l'époque. Séquençage du génome humain, et comme vous le savez, un coup de canon, en fait. Nous n'avons guère plus de gènes que les petites mouches ou que les vers de terre. À l'époque, je me souviens très bien, un journaliste m'avait appelé à Genève et m'avait dit « Mais est-ce que vous n'êtes pas très déçu ?» Je lui ai dit « Mais non, peut-être que la mouche est déçue, mais pas nous. » En fait, ce nombre de gènes relativement comparables illustre le fait que les génomes sont universels. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Évidemment, n'importe qui aujourd'hui, en moins d'une seconde avec un logiciel, ou même en regardant à l'œil nu, peut savoir s'il a affaire au génome d'une bactérie ou d'un insecte, ou au génome compliqué, etc.
Mais en fait, les grandes caractéristiques du génome sont conservées. Et pour illustrer ça, je vous montre ici ce qu'on appelle des relations de synthénie entre les hommes, le génome humain, et le génome de la souris. Et ce que vous voyez sur la droite, ce sont les chromosomes de la souris. La souris a un nombre de chromosomes qui se rapproche du nôtre. Ce sont des chromosomes un peu spéciaux, mais vous voyez qu'ils sont illustrés ici par des couleurs. Et ce que vous voyez sur la gauche, c'est en fait la projection de ces couleurs sur les chromosomes humains. D'accord ? Donc, vous voyez par exemple que sur le chromosome humain numéro 2, ici, regardez, il y a ces immenses parties, là, ces immenses parties, ce sont des centaines de mégabases. C'est énorme. Je veux dire, ça contient des millions et des millions de signes de codage, sont en fait conservés entre l'homme et ces deux chromosomes de la souris. Donc en fait, ce qui s'est passé, ce n'est pas du tout une construction séparée de génomes, c'est une réorganisation des génomes. Si on regarde les mêmes chromosomes arlequins entre le chimpanzé et l'homme, c'est absolument fascinant. En fait, c'est vraiment un jeu de reconstruction. On prend des morceaux, on les met ailleurs, mais les morceaux sont relativement identiques. C'est la façon dont ils vont être agencés par des systèmes de recombinaison, etc., qui fait que, in fine, ces génomes fonctionnent de façon différente. Et donc on arrive à peu près au milieu des années 90 avec ces trois piliers: universalité des gènes, universalité des principes, universalité des génomes. Et dès lors, en fait, on va changer de paradigme, ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire que la façon dont on va penser l'évolution et le développement va être radicalement différente. Et c'est vraiment un changement de paradigme dans le sens où, aujourd'hui, on ne se souvient plus comment on pensait avant le changement de paradigme. C'est la définition d'un changement de paradigme, en fait. Les choses nous semblent tellement logiques aujourd'hui qu'on n'arrive pas à se souvenir ce qu'on a appris à l'université, en ce qui me concerne. Je me souviens toutefois qu'en cours d'évolution, j'avais appris comment les éléphants produisent-ils leur trompe grâce aux gènes de la trompe. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, on sait qu'il n'existe pas de gènes de la trompe. Donc la question est inversée. La question est, comment se fait-il que nous n'ayons pas de trompe, puisque nous avons les mêmes gènes que les éléphants ? C'est donc un changement de questionnement qui est extrêmement intéressant et qui a été apporté avec l'émergence de l'Evo-Devo. En fait, la réponse à cette question de la trompe de l'éléphant, qui paraît être une question un peu anecdotique, mais qui ne l'est pas du tout, se trouvait déjà dans les observations faites par les grands anatomistes allemands du 19e. Je pense au début du 19e, von Baer, et puis Haeckel, fin du 19e, qui, comme vous le savez, avait montré qu'à un certain stade du développement, les animaux ont une tendance à se ressembler. Alors, il avait fait ça pour les vertébrés, et vous voyez ici... alors, je dois quand même vous dire, en vous montrant cette photo, que les dessins de Haeckel, visiblement, ont été améliorés. Alors, il y a beaucoup de littérature là-dessus. Si on prenait aujourd'hui des photos de ces différents embryons, on aurait une représentation un peu différente, mais le fait est correct. C'est absolument vrai que si l'on regarde à des stades très précoces, ce qu'on appelle les stades de la gastrulation, c'est ce que Haeckel appelait des pharyngula dans son livre Anthropogénie en 1874. Vous voyez que ces embryons sont relativement semblables. On ne voit pas de trompe ici. L'éléphant n'aurait pas de trompe à ce stade. D'accord ? Simplement, le développement va faire apparaître, va matérialiser les traits qui sont les traits des espèces. Donc il va y avoir un passage, un stade particulier, où les animaux qui appartiennent à un groupe particulier, ce qu'on appelle un taxon,
ces animaux vont en quelque sorte passer au travers de la construction d'un plan commun qui va assurer leur participation à une famille commune, et ensuite ils vont rediverger de ce plan commun en développant des traits qui leur sont spécifiques. En fait, à l'époque de Fondberg, on considérait ces embryons au stade gastrula comme étant le début du développement. Avant, il y avait cette notion de keim, qui était une sorte de noyau, on ne savait pas exactement. Parce que, évidemment, si vous regardez l'embryologie des vertébrés avant ces stades, alors là, ça devient très compliqué. Parce que certains auront du vitellus, certains n'en auront pas, certains se développent dans un utérus, certains se développent dans une mare, certains se développent dans un œuf. Donc chacun de ces embryons a développé des systèmes tellement spécialisés qu'on a de la peine à reconnaître des similarités. Et ça a été en fait illustré en 1994 par ce qu'on appelle aujourd'hui le sablier phylotypique ou le developmental hourglass, en fait, qui complète ce schéma ici en ayant une très grande variation phylogénétique au début du développement, c'est-à-dire que tous les vertébrés, pratiquement chaque espèce de vertébré a un développement précoce à soi. Et vous ne pouvez pas, quand vous regardez les premiers jours du développement des oiseaux ou les premiers jours du développement des poissons, vous ne pouvez pas dire que ces deux œufs appartiennent au même taxon. Mais ils le sont. Par contre, si vous regardez un peu plus tard, au moment de cette gastrulation, là, il n'y a pas de doute. Là, oui. Donc, il y a une convergence vers ce stade auquel ces embryons expriment leur appartenance à ce taxon particulier. Et mettent en jeu des mécanismes sur lesquels je vais revenir dans une minute. Et puis après, comme l'avait montré Haeckel et Fondberg, les caractéristiques propres à ces embryons s'expriment. En fait, même si l'on regarde à des stades tardifs, on voit bien que cette construction repose sur un jeu de règles normatives qui sont les mêmes au sein du même taxon. Et je vous montre ici un exemple très simple. C'est simplement 2 squelettes qui sont faits à la naissance et auxquels on a enlevé les membres pour pas que vous puissiez les reconnaître. Mais peut-être y a-t-il des experts dans la salle. Vous aurez sans doute remarqué qu'à gauche ici, vous avez un squelette d'oiseau, puisque les oiseaux sont les seuls vertébrés à avoir 14 vertèbres cervicales. Bien sûr, tous les autres en ont 7, à part les quelques édentés, etc. Et ici, vous avez une souris, ce serait pareil pour un être humain, la boîte crânienne serait un peu plus grande, etc. Okay. Un oiseau, une souris. C'est quand même extrêmement différent. Mais si vous regardez vraiment l'intérieur, le plan de construction, c'est comme en fait si vous prenez une maison, un building de Mies van der Rohe et une cabane de jardin faite en briques et que vous isolez chacune des parties, vous aurez des tas qui seront relativement identiques, avec des éléments identiques, dans des proportions identiques. C'est ça qu'on voit ici. Alors, 15 000 gènes, 22 000 gènes, il n'en reste pas moins que lorsque vous regardez les performances dont sont capables les mouches et les performances dont sont capables certains êtres humains, alors à ce moment-là de ma présentation, je devrais vous montrer une photo de Donald Trump, mais je ne vais pas le faire, parce que c'est pas mon propos. Mais il n'en reste pas moins que ces performances sont quand même nettement supérieures. Et donc, la question s'est posée, tout de même, comment expliquer la différence de complexité, notamment de nos cerveaux par rapport au cerveau du ver. Je vous rappelle qu'un petit nématode qui a 15 000 gènes a 396 neurones, si je me souviens bien. 396 neurones. C'est pratiquement des dizaines de logs inférieur au nombre de connexions qu'un seul de nos milliards de neurones ont. Ça n'a aucun sens. Pourtant, ce petit ver sait rechercher la chaleur, rechercher la nourriture,
éviter des conditions adverses. Il a toute une série de comportements qui sont relativement compliqués. Il y a 3 façons, en fait, qui ont été utilisées par les vertébrés, en tout cas, pour complexifier le système. Puisqu'on n'a pas augmenté le nombre de gènes, on l'a fait de 3 façons différentes, au travers d'une complexification des structures géniques. Alors, il y a beaucoup d'exemples différents. Je vous en montre juste un ici, qui est en travaillant sur les isoformes et sur l'épissage. La diversification des fonctions géniques, au travers d'un phénomène formidable qu'on appelle la pléiotropie, et puis la complexification des réseaux de régulation génique. Je vais vous montrer un exemple très simple pour chacune de ces 3 parties, et puis je terminerai. L'idée, bien sûr, est que, puisqu'on ne va pas augmenter la quantité de gènes, et puisque les gènes, en tout cas à l'époque, sont les éléments principaux de l'information génétique, eh bien, on va leur donner plus de travail, on va les faire travailler mieux et dans différents contextes. Et une des façons qui est utilisée, qui chez les vertébrés est utilisée vraiment de façon très intelligente, c'est de modifier l'épissage de ces gènes. Alors, pour les gens qui ne sont pas forcément des spécialistes dans l'audience, laissez-moi simplement vous dire qu'un gène, c'est un morceau d'ADN, mais ce n'est pas un morceau qui est continu. C'est un morceau qui va produire un ARN, donc un ADN simple brun, si l'on veut, en reconstituant différentes parties. Donc, vous voyez ici, par exemple, il y a 3 parties sur l'ADN, et ces 3 parties vont se trouver sur cet ARN, et on va enlever ces morceaux-là pour avoir un ARN final qui va fabriquer une protéine. D'accord ? C'est ce qu'on appelle un phénomène d'épissage. Très, très commun. Pratiquement tous nos gènes utilisent ce phénomène. C'est extrêmement rare de trouver un gène chez nous qui n'est pas épissé, qui n'a pas ce phénomène par lequel on enlève des morceaux d'ADN. Eh bien, chez les vertébrés, en fait, vous avez des gènes qui mettent ensemble des tas de morceaux différents d'ADN. Donc, vous faites un grand ARN qui va lire tous ces morceaux. Et puis ensuite, vous pouvez enlever ces morceaux de façon différente. Dans des cellules différentes, vous pouvez enlever des morceaux de votre ARN qui sont différents les uns des autres. Donc, dans une cellule, vous pouvez produire cet ARN-là. Dans une autre cellule, vous pouvez produire cet ARN-là, en mettant ensemble des morceaux qui sont des morceaux différents. C'est ce qu'on appelle de l'épissage alternatif. C'est un gène, un seul gène. Mais ce gène particulier peut donner plusieurs ARN qui vont donc donner plusieurs protéines. Alors en plus, ces protéines peuvent être modifiées par la suite, peu importe. C'est une façon de générer de la complexité. Si par exemple, cette protéine-là, ce morceau rouge, est un morceau qui code pour une fonction très importante, par exemple lier l'ADN, donc c'est par ce morceau rouge que la protéine va aller lier l'ADN pour faire quelque chose, eh bien dans cette protéine-là, vous voyez que cette protéine sera incapable de lier l'ADN puisqu'elle a perdu, ce morceau rouge a été enlevé par épissage alternatif. Donc c'est une façon de complexifier les systèmes. Deuxième façon, la diversification des fonctions géniques en donnant plus de travail à chaque gène. C'est ce qu'on appelle la pléiotropie ou la multifonctionnalité. L'idée est très simple. Si vous avez 10 gènes à disposition et que vous voulez faire 10 fois plus de choses, eh bien, il va falloir donner du travail supplémentaire à chaque gène. Donc, on va déspécialiser les gènes et on va les rendre capables de faire plusieurs choses à des temps différents dans les cellules différentes. C'est ce qu'on appelle la pléiotropie et ça met le doigt sur un des principes fondamentaux qui est allé avec l'émergence de l'Evo-Devo, qui est cette notion de régulation des gènes. Donc, ce qui est important finalement, ce n'est pas vraiment le gène en lui-même. Bien sûr, le gène va faire une protéine, c'est quelque chose de très important, mais la façon, le temps, le moment, l'endroit, le lieu où ce gène va être exprimé,
est tout aussi importante que ce que ce gène va exprimer. Et ça, c'est la régulation génétique. Alors, les précurseurs de cette idée, en fait, je dirais, sont évidemment Alan Wilson et Marie-Claire King, qui, en 1975, basés sur des éléments très ténus, en fait, très peu d'évidence, mais obtiennent une conclusion qui est correcte, en disant que les macromolécules, à l'époque, ne sont pas encore des gènes, sont des macromolécules, des protéines, etc. Ils s'aperçoivent qu'en fait, chez les singes, et chez les chimpanzés et chez les humains, ils s'aperçoivent que beaucoup de ces macromolécules sont conservées. Et donc, ils en arrivent à la conclusion que c'est des régulations, c'est des mutations dans les régulations qui doivent être importantes. C'est les changements de régulation puisque les protéines sont les mêmes. Et puis évidemment, ça c'est repris par François Jacob avec son fameux tinkering, donc son fameux bricolage de l'évolution, où François Jacob dit en fait, c'est une question de régulation, pas de structure. C'est une conférence qu'il avait donnée à Berkeley et qui a été ensuite imprimée et qui est vraiment le papier princeps de l'Evo-Devo, dans lequel François Jacob va dire toutes les briques sont là, les gènes sont conservés, etc. Ce qui est important, c'est quand on va les allumer, quand on va les éteindre, où on va les allumer, où on va les éteindre, et comment on va recombiner ces choses ensemble. C'est un bricolage, le bricolage de l'évolution. Je vous en montre un exemple ici, juste pour illustrer un peu ça, peut-être pas vous dire grand-chose. Ce que vous voyez là, c'est un petit fœtus de souris, et vous voyez qu'en bleu est coloré toutes les cellules dans lesquelles un seul gène est actif, peu importe lequel, ce n'est pas le propos de ce soir, mais un seul gène est actif. Et vous voyez qu'à ce stade, c'est à peu près au milieu de la gestation chez la souris, ce serait à peu près l'équivalent de, je dirais, de 6 mois chez les humains, eh bien vous voyez que ce gène est actif dans ce qui sera la moelle épinière, dans les membres, dans un morceau d'intestin, dans la face, dans les... Ici, vous voyez les follicules des moustaches, n'est-ce pas ? Et en fait, ça n'a que peu de sens, parce que ces différents endroits, évolutivement parlant, sont extrêmement différents. Si vous regardez, par exemple, le système nerveux, c'est une structure que nous avons héritée chez des procordés, ça remonte à 500 millions d'années. Donc, il y a 500 millions d'années, ce gène n'était actif que dans cette structure. Pas dans cette structure, dans la structure ancestrale de cette structure. Mais si vous regardez les mains et les pieds remontent à l'origine des tétrapodes, c'est-à-dire le Dévonien, moins 380 millions d'années. Ça veut dire que ce gène, à moins 380 millions d'années, alors qu'il était occupé à faire du tube neural, a été recruté. On lui a dit maintenant, continue à faire du tube neural, mais en plus, comme sont en train de se développer des mains et des pieds, ce gène a été coopté pour aider à faire des mains et des pieds. On n'a pas fait de nouveaux gènes pour faire des mains et des pieds. On est allé chercher un gène qui faisait autre chose. Je dis on est allé. La nature est allée chercher un gène qui faisait autre chose pour faire des mains et des pieds. Et puis, encore plus tard, il y a à peu près 180 millions d'années, quand ont commencé à se développer les follicules des poils, des moustaches, typiques des mammifères, eh bien, moins 180, allez, on est retourné encore chercher ce gène pour encore faire une fonction supplémentaire, etc., etc. Donc, on demande plus de travail aux gènes qui existent. Et puis, troisièmement, finalement, la complexification des réseaux de régulation génétique. Alors, ça, c'est un concept un peu compliqué. Je ne suis peut-être pas resté trop longtemps là-dessus. C'est un concept qui a surtout été développé par Eric Davidson. Et l'idée est simple, c'est qu'évidemment, tous ces gènes qui produisent des protéines, ces protéines vont se parler, vont faire des feedbacks sur la régulation de ces gènes, donc tout ça fonctionne en réseau. Et puis ces réseaux interagissent avec d'autres réseaux. Donc on a des réseaux de réseaux, et on a des sous-réseaux de sous-réseaux. Tout cela est très compliqué. Et puis il y a certains réseaux qui sont plus anciens, il y a des réseaux qui sont historiques, qui sont très solides, qu'on ne peut pas changer. C'est les réseaux qui sont au travail dans ce point de rétrécissement
du sablier phylotypique, hein, où là, on ne peut pas les changer, il y a des contraintes maximales. C'est ce qu'il appelle des kernels. C'est vraiment des réseaux qui résistent à l'évolution. Alors, il illustre ça, c'était un ingénieur qui travaillait à Caltech, et donc vous voyez ce dessin qui ressemble un peu à des dessins d'ingénieurs, des circuits. C'est une vue un peu extrêmement utilitariste de la biologie, mais c'est en fait une bonne illustration. Ici, on voit les réseaux qui sont au travail pour spécifier, par exemple celui-ci, de l'endoderme, un type cellulaire. Eric Davidson, il parlera donc de ces kernels, et lui dit qu'une des grandes façons dont l'évolution a fonctionné, ça a été justement de changer les interactions entre ces réseaux. Donc, modification structurale pour produire de l'épissage alternatif, recrutement des gènes pour faire des fonctions différentes, modification des interactions entre les réseaux de gènes. C'est trois des solutions qui ont été très utilisées pour complexifier les systèmes. Donc, laissez-moi conclure en disant, en revenant sur ces trois principaux piliers, je dirais, ontologiques de l'Evo-Devo. Premièrement, l'existence d'une boîte à outils. Généralement, on y fait référence en parlant de toolbox en anglais, qui est une boîte à outils relativement restreinte. Un certain nombre de facteurs qui vont contrôler l'expression des gènes, un certain nombre de gènes qui vont contrôler la façon dont les cellules se parlent, qu'on appelle des voies de transduction du signal. Il n'y en a pas énormément, peut-être une quinzaine en fait. Une quinzaine de façons que les cellules utilisent pour se parler, que ce soit des organismes invertébrés ou des organismes vertébrés. Et cette boîte à outils moléculaire est présente pratiquement chez tous les animaux et montre de grandes similarités dans les structures et les séquences. Ces facteurs de transcription, qui font partie de cette boîte à outils, sont reliés par les mêmes voies de signalisation, selon des modalités et des principes conservés, et cela dans tout le royaume animal. En fait, la façon dont les cellules se parlent sont les mêmes, les façons sont les mêmes chez les hydrozoaires, chez des bestioles qui nous sont séparées depuis pratiquement 1 milliard d'années d'évolution divergente, que chez nous. Et puis ces gènes sont régulés par des enhancers multiples, donc des séquences de régulation multiples, pléiotropies, qui ont une très grande modularité. Et ces principes sont présents chez tous les animaux. Alors je vais sauter ça. Et je mentionne ici qu'en fait, cette boîte à outils, c'est ce qui est postulé être en action au moment de ce passage à travers le resserrement du sablier. Autrement dit, avant le passage de ce sablier, on peut avoir des adaptations au milieu, vitellus, pas vitellus, de l'eau, pas d'eau, etc., qui font que les mécanismes sont légèrement différents. Mais on va devoir passer par l'utilisation de cette boîte à outils pour pouvoir réaliser son plan corporel et ensuite le modifier et voir apparaître les traits spécifiques. Voilà, j'aimerais terminer sur deux choses. La première, c'est, je vous disais tout à l'heure que l'Evo-Devo est en fait apparu grâce à la réunion de ces deux grands domaines de l'évolution et du développement au milieu des années 80, fin des années 80. Et en fait, il y a actuellement pas mal de discussions et un débat qui est assez vif finalement, pour savoir si ce siècle de divorce en fait entre ces deux disciplines va revenir ou si ces deux disciplines vont finalement rester ensemble. C'est un débat qui est connu sous le débat de la comète, parce que
en fait, l'idée est de savoir si ces deux disciplines sont des disciplines qui se sont rencontrées et qui se sont rencontrées, qui se sont nourries de concepts de découverte et qui, étant repus de concepts nouveaux, vont maintenant repartir pour faire leur vie, et puis peut-être, dans un siècle, se retrouver. Ou bien, est-ce que finalement, on va assister à un mariage stable? Ces deux disciplines vont-elles rester ensemble pour donner peut-être, j'ai mis ici 2050, ce qu'on appellerait une évolution du développement synthétique in silico, transhumanisme, c'est-à-dire la compréhension totale des mécanismes du développement, un logiciel qu'on puisse modifier. Et c'est une question qui n'est pas du tout anecdotique, en fait, parce que c'est une question qui soulève le point fondamental des différences épistémologiques entre ces deux disciplines. Car enfin, si vous regardez un peu en détail comment fonctionnent ces sciences, la science du développement et la science de l'évolution, c'est la dernière image que j'aimerais vous montrer. Le développement, c'est une discipline que l'on peut considérer comme étant expérimentale. Pourquoi ? Parce que le principe fondamental du développement, c'est qu'à chaque génération, on refait ce qu'a fait la génération précédente. Alors, on peut discuter de ça. Et je pense que d'un point de vue scientifique, il faut l'admettre. D'un point de vue philosophique, c'est différent. Je pense que d'un point de vue même théorique, on peut très bien postuler, avec raison, qu'à chaque génération, l'organisme est différent de la génération précédente. C'est absolument certain. Mais tout de même, on ne crée pas des espèces à chaque génération, et en fait, à chaque génération, l'Homo sapiens, c'est un Homo sapiens. Par conséquent, on peut utiliser une génération pour tirer des conclusions sur la suivante. Et c'est pour ça que, en fait, c'est une discipline qui est basée entièrement sur une hypothèse de récurrence. C'est ce qui fait la valeur de la biologie du développement, finalement, et même de la biologie cellulaire. On estime qu'après division, deux cellules vont être les mêmes, donc vous pouvez faire une expérience et tirer une conclusion. Dans ce cas-là, vous pouvez très bien faire une expérience, observer ce qui se passe sur un embryon, tirer une conclusion, faire une nouvelle expérience sur la génération suivante, refaire une conclusion, faire une troisième expérience, parce que vous admettez qu'à chaque génération, le matériel est le même. Donc, il existe une possibilité d'une démonstration. Encore une fois, soyons pragmatiques, on ne fait pas de la philosophie, mais d'un point de vue scientifique, il existe une possibilité de démonstration. On peut poser la question, comment cela s'est-il passé ? Cela s'est passé comme ça, je vais vous montrer. On fait une manip, vous voyez, ça s'est passé comme ça. Non, donc on refait une manip, ça s'est passé, etc. C'est un processus bernardien, classique, une approche épistémologique, scientifique extrêmement classique. C'est une approche prédictive, puisqu'on connaît au début le résultat à atteindre. C'est ça l'idée de la biologie du développement. Il faut comprendre au départ comment on va atteindre ce que l'on sait que l'on va atteindre. L'évolution, on est dans un autre domaine. L'évolution, c'est une discipline qui est basée sur une hypothèse inéluctable de non-récurrence. C'est la définition même du mot évolution. Et par conséquent, on peut se poser la question, alors je le fais que dans des milieux scientifiques, évidemment, je n'ai certainement pas posé cette question dans des milieux non scientifiques, mais on peut se poser la question de l'existence de l'évolution comme une science démontrable. En tout cas, et je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, en tout cas sur la partie qui touche à la sélection naturelle. La partie qui touche au transformisme, l'évolution de Lamarck est démontrable à 110%. Il n'y a aucun doute possible, statistiquement parlant. Vous comparez des génomes, c'est impossible. On ne peut pas trouver une hypothèse
qui puisse expliquer la conservation que l'on observe entre les génomes sans invoquer une origine similaire. D'accord ? Mais tout ce qui touche au mécanisme de l'évolution, de la sélection naturelle, on a une possibilité d'explication. C'est que s'est-il passé ? Probablement. Pourquoi ? Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que c'est une approche qui est exclusivement rétrospective. Alors on peut faire de l'évolution. Et très souvent, j'ai des discussions avec des collègues de Pasteur, par exemple avec des bactéries, c'est des exemples classiques qu'on nous donne. Vous sélectionnez des bactéries, des antibiotiques, etc. Tous les jours, vous voyez dans la presse, chez le médecin, l'évolution. On travaille. Oui, mais pouvoir sélectionner un bug dans une bouteille ne vous explique pas comment vous avez fait un phénomène de spéciation chez les vertébrés. Et je pense qu'on peut tous les gens qui travaillent dans ce domaine, peuvent avoir une hypothèse qui est probablement correcte, en fait, de comment on peut faire de la spéciation. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas la vérifier. Donc on a affaire à une conjecture, et même si l'on arrivait à trouver un ancêtre commun, parce qu'il faudrait 2 étapes, en fait, il faudrait pouvoir trouver un ancêtre commun. Les ancêtres communs, par définition, n'existent plus, bien sûr. Donc on est à court d'ancêtres communs. Donc déjà, on manque du matériel nécessaire, théoriquement, pour une vérification. Et même si on l'avait, et qu'on réussissait en laboratoire à produire cette étape évolutive, ça ne démontrerait toujours pas que c'est de cette façon que cela s'est produit. Cela démontrerait qu'on peut le faire de cette façon-là, mais pas que c'est de cette façon que cela s'est produit. Et c'est pour ça que, en ce qui me concerne, je ne suis pas absolument convaincu que ces 2 disciplines vont rester ensemble, parce que les schémas épistémologiques sont tellement différents. Je suis plutôt convaincu que les gens qui s'intéressent à la biologie du développement vont avoir 50 années extraordinaires en étudiant la biologie du développement avec des micro-outils, des microscopes formidables et des découvertes extraordinaires, et que les biologistes de l'évolution vont partir dans des calculs de distribution des espèces, en particulier maintenant avec le réchauffement climatique, etc., et que ces disciplines vont, encore une fois, se séparer et puis peut-être se réunir dans 50, 100 ans. Et là, ce sera vraiment une bombe. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors merci pour cette démonstration tellement enthousiasmante, pleine de verve et d'optimisme, je trouve. Et on a le temps pour échanger avec le professeur Duboul pendant une demi-heure, si vous le souhaitez. On n'est pas sur les virus, hein. Bonsoir et grand merci de votre présentation qui, aussi au niveau historique, m'avait l'air très intéressant. Mais je ne suis pas biologiste et donc il y a quelque chose que je ne comprends pas tout à fait. Donc je comprends bien que la différence entre le nombre et la qualité des gènes entre la mouche et l'homme est relativement petite et que nous constatons, comme vous avez dit, une grande différence de complexité. Ce que je comprends, donc il y a un facteur qui doit déterminer qu'un certain nombre va vers une mouche et d'autres certain nombre va vers l'homme. Et ce que je crois comprendre, mais là je peux déjà être faux, mais dans le développement embryonal de l'homme, on voit les stades phylogénétiques qu'a fait l'homme dans la phylogénétique, je crois, comprendre. Si c'est ça, le cas, ça c'est quand même un fait qui m'étonne. Est-ce qu'on ne pourrait pas alors imaginer que même sur l'hypothèse que le nombre de gènes entre la mouche et l'homme est restreinte, la différente, que d'autres mécanismes pourraient mener que les gènes de l'homme génèrent un homme et les gènes de la mouche
Donc les mécanismes que vous avez dit, pourquoi je ne comprends pas pourquoi on retrouve la même évolution phylogénétique dans l'embryo nécessairement que, et qu'il n'y a pas d'autres développements. Je ne sais pas si ma question est claire. Je ne suis pas sûr de comprendre, mais vous faites référence à la théorie de la récapitulation. Donc c'est une des lois de von Baer, de Karl von Baer, donc c'est un anatomiste allemand. C'est une loi qui a été corrigée même par son élève, je pense que c'est Haeckel le premier à avoir remis en cause cette loi. Donc, qui disait que voilà, on commence notre vie comme des poissons et puis ensuite on est des grenouilles. Mais je pense qu'il faut oublier ça, justement. La réalité, c'est en fait, je pense, ce que je vous ai montré, c'est-à-dire que on commence notre vie comme des embryons humains qui sont très différents des embryons de poissons, qui sont très différents des embryons de grenouilles, mais à un stade, tous les embryons vont se ressembler. Et c'est ça qui avait frappé von Baer en disant, voilà, et d'abord il y a un liquide amniotique, donc on est dans un milieu liquide, donc c'est un poisson, mais ça n'a pas de sens. Donc là, si vous voulez, la loi biogénique, la loi de la récapitulation, c'est une loi qui n'a plus cours aujourd'hui. Maintenant, sur votre question, je pense que ce que vous exprimez, c'est effectivement ce que la plupart de mes collègues et moi-même pensions au début des années 80. C'est-à-dire que les mouches et les vertébrés, disons vertébrés, parce que les humains n'ont vraiment rien de particulier parmi ni les mammifères, ni les vertébrés, mais donc entre les insectes, les invertébrés et les vertébrés, on pensait effectivement qu'il y avait deux sortes de canalisation, des gènes différents qui partaient dans des schémas de développement différents. Et en fait, si vous regardez la littérature, vous verrez qu'il n'y a pratiquement pas d'analogie qui est faite entre les segments d'un insecte, donc que tout le monde peut voir. Quand vous regardez une abeille, vous voyez que le corps est segmenté. Et les segments qu'avait décrit Goethe, etc., qui font les vertébrés, donc notre colonne vertébrale. Et on avait ça sous les yeux, en fait. Alors, la façon dont ces segments sont produits chez les invertébrés et chez les vertébrés est assez différente. Mais la structure fondamentale du plan du corps est la même. Alors, il y a des inversions, par exemple, qui avaient été décrites par Geoffroy Saint-Hilaire, qui avait le premier remarqué qu'en fait, les invertébrés sont et nous sommes inversés. C'est-à-dire qu'eux, ils ont un système nerveux ventral, donc ils sont à l'envers. Mais on est pareil, simplement, c'est à l'envers. D'accord ? Il s'est beaucoup battu avec Cuvier là-dessus. Je ne sais pas quoi vous répondre, en fait. Encore une fois, c'est un changement de paradigme, et peut-être qu'au début des années 80, j'aurais mieux pu vous répondre. Faussement, mais plus facilement. Je commencerai en te remerciant, Denis, en remerciant le professeur Duboul pour cette magnifique conférence. Et juste comme ça, en passant, je crois qu'il ne me contradira pas. Ces dernières années, on entend souvent des biologistes qui disent que tout a été résolu en biologie du développement, que l'embryologie, c'est une science du passé et qu'il est grand temps d'étudier des choses importantes et intéressantes. Et je trouve que l'heure qu'on vient de passer nous a bien convaincus, un, que c'est la question la plus intéressante qui soit, et deux, qu'on y comprend toujours finalement très très peu. Voilà, donc s'il y a des bailleurs de fonds de Belgique ou d'ailleurs qui t'entendent, j'espère qu'ils n'oublieront pas que la biologie du développement est la mère de toutes les autres biologies, enfin, en tout cas de notre point de vue. Bon, maintenant, plus sur ta conférence. Je voulais réagir à une notion, cette notion que la biologie du développement n'explique pas l'évolution, que l'évolution n'explique pas la biologie du développement. Ça m'a un peu fait réagir.
Et donc là, je voulais voir ce que toi et puis d'autres éventuellement en pensent. Il y a sans doute des contraintes au cours du développement qui ont un impact sur, on va dire, l'éventail des formes qu'on peut faire. Dans la mesure, pour parler plus simplement, il y a des façons plus simples de faire quelque chose, et donc c'est plus efficace, c'est par exemple plus rapide, et donc, même si ça ne permet peut-être pas de faire la chose la plus belle, c'est quand même celle-là qui est retenue. Et je veux prendre un exemple qui vient plutôt de mon domaine, celui du développement du cerveau. Donc dans le cerveau, les cellules nerveuses se connectent les unes aux autres de façon très précise en fonction de où elles sont. C'est ce qu'on appelle la topographie des connexions. Le plus bel exemple, c'est la représentation justement de l'homonculus qu'on a dans notre cerveau, qui est un autre homonculus que celui dont tu parlais. Bon. Donc c'est la topographie. Alors on pourrait se dire la topographie, elle est là parce que ça rend le cerveau très efficace. Mais en fait, quand on modélise le fonctionnement du cerveau, on se rend compte qu'il y a plein d'autres façons de faire très bien marcher un réseau, un circuit neuronal, sans qu'il y ait cette règle de l'espace. Mais si on pense que ce cerveau s'est développé dans un embryon, où là l'espace est encodé, par exemple par des gradients de facteurs morphogénétiques, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, alors on se dit que finalement, c'est peut-être pas la meilleure des façons, mais c'est la façon la plus rapide de parvenir à un résultat aussi complexe. Et par exemple, ça a été testé expérimentalement. Il y a un groupe anglais qui a testé des mutants de poissons qui ne développent pas leur système visuel de façon strictement topographique, mais finalement, au bout du compte, ils voient aussi bien ces poissons que les autres, mais ils mettent plus de temps à arriver à être aussi efficaces à voir. Et on peut se dire que c'est là que l'évolution a sélectionné, parmi les contraintes possibles, un scénario de biologie du développement donné, ce qui a peut-être, et je finis là, sorry d'être aussi long, des implications aussi par rapport, disons, au transhumanisme ou à la génération de nouvelles espèces, qu'on a quand même des vraies contraintes. Maintenant, voilà. Oui. Bon, très rapidement, j'ai deux choses sur ta première remarque. Alors, c'est quelque chose que je répète à l'envi à tous les étudiants. Hein. C'est vraiment, mais pas que la biologie de développement. Je veux dire, les sciences de la vie en général ne font que commencer. En fait, et mon seul regret, c'est de devoir bientôt arrêter, parce que ça n'a jamais été aussi extraordinaire qu'aujourd'hui. Sur les contraintes, alors évidemment, j'ai pas voulu vraiment aborder ce point-là. Ils sont parmi mes auteurs préférés, hein. Gould, Levantine ont discuté de toute cette histoire de contraintes. Et justement, ça a à voir avec ce que Darwin appelait ces temps immémoriaux, donc c'est les temps géologiques, hein, par lesquels on peut tout faire, par lesquels on peut tout évoluer. Et aujourd'hui, on sait que non. On peut se donner 4 milliards d'années, il y a certaines choses qu'on ne pourra pas faire. Et ça, c'est extrêmement nouveau. En fait, les gens ne réalisent pas à quel point c'est nouveau. Et souvent, j'utilise l'image d'une construction parce que les gens comprennent bien. Mais quand vous faites 6 étages d'un immeuble avec les sanitaires à gauche, vous ne pouvez pas mettre les sanitaires à droite sur le 7e étage. Et nous sommes construits de cette façon. Et donc, il y a énormément de choses qui ne sont pas constructibles, même si on donne des temps géologiques. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui est philosophiquement extraordinairement dérangeant, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas évoluer toutes les parties indépendamment des autres, et que, par conséquent, aucune de nos parties n'est parfaite. Seul l'équilibre général l'est. Parce qu'évidemment, ce qu'on sélectionne, c'est l'immeuble final. Ce n'est pas les parties, c'est le résultat. Et la conclusion, c'est que donc les êtres humains, comme tous les animaux, sont des ensembles parfaits de fonctions extrêmement imparfaites. Donc ce n'est pas du tout à l'image d'eux, en fait. Mais ça, c'est une discussion qui est à la fois extrêmement intéressante, mais qui part vite dans des détails qui sont fascinants, en fait. Hein. C'est ce que Gould appelait l'internalisme, hein, c'est-à-dire l'impossibilité, de par le logiciel intérieur, de produire toutes les formes possibles qu'on pourrait sélectionner.
Mais c'est des choses que même à l'intérieur de la communauté des life scientists, aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas été totalement intégré. En fait, les gens continuent à penser que, par exemple, tu mentionnais le transhumanisme, que dans le cas de la fabrication d'un transhumain, on entend souvent bébé à la carte, c'est ce que je discuterai demain. En fait, on pourrait très bien décider de faire un nez plus court, des oreilles plus grandes, etc. Et les gens ne se rendent pas compte qu'en fait, on a affaire à un équilibre global et que ce seront des menus, des bébés au menu. Ce ne seront pas des bébés à la carte. En fait, c'est très différent. Merci beaucoup pour cet exposé. Tous les exemples que vous avez donnés ont référence à notre corps humain, au corps de vertébrés. Ma question, à côté du corps, nous sommes autre chose. Par exemple, les émotions. Est-ce que ce que vous avez dit sur le matériel, sur le corps, peut être appliqué à ce que nous sommes autrement? Par exemple, les émotions. Les animaux ont des émotions, nous avons des émotions. Est-ce que c'est le même développement? Est-ce qu'on peut appliquer ce que vous avez dit? Oui, c'est une question formidable. Alors ça, pour le demander à mes collègues de psychologie expérimentale, c'est un domaine qui me fascine, mais auquel je n'y comprends absolument rien, je vous le dis tout de suite. Mais la question, c'est par exemple de savoir si nécessairement les animaux non humains auraient des émotions qui seraient différentes des nôtres, ou est-ce que nous pourrions avoir des émotions qui seraient différentes des leurs. C'est une question fondamentale. Est-ce qu'il pourrait exister une phylogénie du type des émotions? C'est ce à quoi vous faites référence. Est-ce que l'on pourrait remonter à une Ur-Emotion, une émotion fondamentale à partir de laquelle se seraient développées d'autres émotions? C'est un domaine extraordinaire, mais là, je dois dire, je ne sais pas. Je ne pourrais pas vous répondre. Il y a beaucoup de théories là-dessus, en fait, en psychologie expérimentale. Mais je dois dire que même quand je regarde les petits films qu'on peut voir sur YouTube, sur des animaux qui se regardent dans les miroirs, etc., c'est peut-être mon côté homo sapiens, je ne sais pas, mais j'ai vraiment de la peine à mettre des mots sur le type d'émotion qu'ils pourraient ressentir, en fait. C'est déjà difficile de mettre des mots sur nos émotions, alors sur celles des animaux, c'est... Merci beaucoup pour la leçon, des leçons de choses. J'ai deux questions ou deux remarques, si je puis me permettre. La première, c'est sur la conclusion. Donc, en fait, l'irréconciliabilité épistémologique entre les deux disciplines. Pourrait-on pas dire, par ailleurs, que ce sont des épistémologies nécessairement complémentaires? Parce qu'en fait, les régularités en biologie du développement, mais régularités sur le temps court, permettent par abduction d'expliquer les singularités de l'évolution sur le temps long. Et donc, moi, je crois qu'il y a une nécessaire complémentarité entre ces deux approches. Moi, je dis souvent à mes étudiants, la biologie est une science historique. Parce qu'on essaye de comprendre le fil de l'histoire sur le temps long, en essayant de comprendre ça à la lumière de la sociologie, qui est, finalement, les régularités sur le temps court. Donc moi, je pense pas que... J'ai tendance à ne pas penser que évolution et développement vont rediverger, mais qu'au contraire, elles sont parties pour rester très longtemps ensemble et à continuer à jouer du ping-pong, justement parce que la biologie du développement permet par abduction d'inférer des scénarios possibles, même si, bien sûr, on ne peut pas réécrire... Mais non vérifiables. Possible, mais non vérifiable. Oui, mais alors là, c'est clair qu'on ne refait pas le temps... Enfin, on ne peut pas refaire des expériences sur le temps de l'évolution. Mais il y a quand même, comme en géologie, cette logique du cohérentisme qui fait que on va... et de la parcimonie qui permet aussi d'apporter quelque chose, ce ne sont évidemment pas des preuves expérimentales des régularités, mais c'est quand même, ça permet d'essayer de dessiner le meilleur des scénarios possibles qui se sont passés. Ça, c'était ma première question, mais peut-être que Mais je ne suis pas orthodoxe là-dessus. Peut-être vont-elles rester ensemble. Mais cette complémentarité entre ces deux disciplines, quand on creuse, finalement, on arrive à un point qui n'est pas compatible. Et c'est toujours ce qu'on voit, par exemple,
extrêmement intéressant et flagrant en sociologie des meetings scientifiques, en fait. Lorsque l'on va à des meetings de biologie du développement, tout le monde se comprend, c'est une grande famille. Quand on va à des meetings de biologie de l'évolution, tout le monde se comprend, c'est une grande famille. Quand on va à des meetings Evo-Devo, on s'aperçoit qu'il y a deux familles de gens qui ne se parlent pas parce qu'ils se détestent, mais simplement parce qu'ils sont à un point d'achoppement qui n'est pas le même. En fait, il y a d'un côté des gens qui ne pensent que mécanisme, qui sont passionnés par essayer de découvrir le truc. Et puis de l'autre côté, il y a des gens qui pensent en termes de distribution allélique, etc. Et on voit que la communication ne passe pas. Et ça fait 30 ans que je regarde ça, et 30 ans que ça n'évolue pas. Alors peut-être as-tu raison, j'aimerais bien que... Mais en fait, ta réponse me mène à la deuxième question, en fait, parce qu'elles étaient liées. Quand tu présentes ton schéma de évolution-développement en 1900, et puis on diverge, et puis on revient maintenant en l'an 2000, il y a quand même un élément dans la nouvelle synthèse qui ne s'applique pas du tout à l'évo-dévo et à la biologie du développement, et qui est justement un gros problème entre les gars qui sont des biologistes de développement, mais qui viennent de l'écologie et de la génétique des populations, et les biologistes de développement qui viennent de la biologie moléculaire mécanistique, si je puis dire, c'est que précisément, en évo-dévo, il n'y a absolument pas la dimension populationnelle, et qui est fondamentale pour les biologistes de l'évolution qui viennent du champ de l'écologie et de la génétique. Oui, absolument. Alors, comme tu le sais, il y a très souvent maintenant, pour faire court, mais très souvent, en mécanistique du développement, on n'obtient pas des résultats, soit qu'on aimerait obtenir, soit qu'on a pensé obtenir, soit on aurait anticipé obtenir. Et très souvent, les gens nous disent, oui, mais attention, est-ce que vous avez mis l'animal dans des conditions écologiques classiques? Donc là, on essaie d'insuffler là-dedans un schéma explicatif à une explication qui, à mon avis, est purement mécanistique. Parce que je me souviens de Volpert qui nous disait... est-ce que vous avez... on disait, voilà, on a muté ce gène, la souris n'a rien du tout. Et il disait, est-ce que vous l'avez emmené à l'opéra? Bon. Oui et non. Je veux dire, oui et non. Je pense qu'il faut aussi essayer de ne pas trop tomber systématiquement dans ce que j'appelle l'adocologie. Hein, donc, systématiquement, d'essayer de trouver des explications ad hoc. Mais tu as raison. C'est tout ce côté Fischer, c'est ce qui a fait avancer la théorie de l'évolution, finalement. Hein. C'est l'arrivée de la génétique des populations, extraordinaire, mais qui a, en plus, participé à la séparation de ces deux domaines. Ouais. C'est vrai qu'on a des gens en face qui nous disent toujours, mais vous regardez une souris, l'effet d'un phénotype sur deux souris, en fait, il faut regarder ça au niveau population, il faut revenir dans 100 millions d'années pour voir si le phénotype, etc. Voilà. Donc, des épistémologies différentes. Oui, et donc je reviens à l'histoire de la mouche, des 20 000 gènes et des 15 000. Donc, j'ai compris qu'il y avait la question de la complexification, donc, avec toutes les couleurs qui se mélangeaient. Et puis, j'ai compris que l'homme avait appris à faire plusieurs tâches à ces gènes. Mais est-ce que ces deux explications qui déjà nous donnent un début d'explication, est-ce qu'elles sont vraiment suffisantes pour dire ok, on a compris le principal de pourquoi avec 15 000 et avec 20 000 on fait des choses très très différentes. Ouais. Mais écoutez, vous posez justement le problème épistémologique. Je pense que la réponse à votre question, pour avoir une réponse relativement substantielle à votre question, il faudrait pouvoir avoir compris, et par compréhension, je dirais une compréhension à la Feynman, c'est-à-dire de pouvoir l'écrire. Hein? Ce qu'on comprend vraiment, on peut l'écrire. Donc il faudrait pouvoir écrire le logiciel, c'est-à-dire comprendre toutes les parties de notre ADN. Hein. C'est 3,5 fois 10 puissance 9.
c'est phénoménal. Hein, bon, je prends souvent l'image, c'est 50 mètres de rayonnage dans une bibliothèque, hein, par cellule, notre système de codage, par cellule. Et on a quelques millions de milliards. Donc, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Mais le jour où on comprend vraiment comment ce système de codage fonctionne, alors on pourrait commencer à essayer de fabriquer des génomes différents, mais encore faudrait-il pouvoir fabriquer un génome, c'est une chose, mais ensuite les faire vivre. Hein, comme pour le mammouth, les faire vivre, c'est autre chose. Mais là, on pourrait commencer à se dire, voilà, on pourrait tester ces hypothèses, de voir, construisant par exemple peut-être une centaine de milliers de génomes alternatifs, en modifiant des caractéristiques, en fabriquant, hein, en synthétisant. Donc, et alors, il faudrait trouver un animal, un mammifère qui soit facile dans lequel on puisse facilement réintroduire un génome, mais ça viendra. Aucun doute là-dessus. Maintenant, on commence à pouvoir faire maintenant, synthétiser facilement une centaine, 200, 300 kilobases. Donc on est déjà largement au-dessus du génome d'une bactérie, hein, fabriqué en machine. Donc on y arrivera, on y arrivera sans doute. Après, il faudra le réimplanter dans un œuf, etc. Ça sera compliqué. Mais il faudrait pouvoir faire ça. Pouvoir attaquer des arguments évolutifs par la biologie du développement. Ça implique de tirer des hypothèses évolutives qui sont accessibles à l'expérimentation, et puis d'avoir un système d'expérimentation dans lequel on puisse vérifier ces hypothèses. C'est pas exclu, mais là, ça va quand même prendre du temps. Ça va. Voilà, je vous propose de remercier le professeur Duboul. Je vous donne rendez-vous demain à 17h avec certainement une conférence aussi stimulante et un florilège de questions aussi passionnantes. Merci beaucoup.